Salut à tous! Aujourd'hui, dans ce tutoriel Godot, on va découvrir comment implémenter les mécaniques de base d'un jeu 2D de type Tower Defense. À la fin du tuto, notre petit prototype ressemblera à ça. On aura des navires pirates qui suivent un chemin donné et essaient d'éviter nos canons pour attaquer la ville la plus proche. Notre but, c'est donc de placer quelques défenses en plus pour les arrêter. En gros, si on a assez de pièces, on pourra passer en mode construction et placer des tours sur n'importe quelle tuile de sol. Ces tours auront ensuite un champ de vision donné, et dès qu'un bateau entrera dans ce cercle, il sera marqué comme une nouvelle cible pour la tour. Celle-ci se mettra alors à tirer des boulets de canon dans sa direction à un rythme régulier. Dans ce tutoriel, on va rester simple du point de vue des données et considérer seulement un type de tour, un type de bateau ennemi et des paramètres prédéterminés pour la distance d'attaque, la vitesse d'attaque, les points de vie, etc. qui seront définis directement dans nos scripts. Mais dans un vrai jeu, il serait sans doute mieux d'extraire ces données dans des fichiers externes pour pouvoir les changer et les adapter plus facilement. Et au passage, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout le code et les assets de ce tutoriel dans le repo GitHub accessible ici. Et maintenant, avec cette intro en tête, voyons de quoi on part et comment le projet est configuré pour l'instant. Ok, avant de se lancer, jetons un œil à nos assets et nos scènes actuelles et examinons un peu les outils à la base de notre projet. Ma scène principale pour ce tuto est structurée comme ça. Le nœud racine est un simple node 2D avec un script GameManager.cs attaché dessus. Son premier enfant est un nœud caméra 2D. Ça sera utile pour ajuster le zoom de notre output et le faire correspondre à la taille de notre niveau. Par exemple, ici on voit que mon niveau est en fait 2 fois plus grand que mon écran, donc j'ai mis la propriété zoom de mon nœud caméra 2D à 2. Ensuite, j'ai le contenu de mon niveau. Ces données sont séparées dans une autre scène, level01.tscn, ce qui me permet de rapidement mettre à jour le niveau en changeant simplement cette référence, tout en gardant le reste des assets en place et bien configurés. Enfin, on a quelques éléments d'UI comme les labels pour les pièces et les vies du joueur dans le coin en haut à gauche, et le bouton pour passer en mode construction en bas à gauche. On va voir très bientôt comment accéder à ces éléments et les mettre à jour via nos scripts. Si on regarde maintenant la scène level elle-même, on voit qu'elle contient 3 parties principales. D'abord, on a un timer appelé Enemy Spawn Timer. Comme son nom l'indique, c'est un nœud timer qui va régulièrement envoyer un signal à notre script Level Manager, attaché ici sur mon nœud racine Level 01, et lui dire de créer un nouveau navire ennemi. Le cœur de notre niveau est cette sous-hiérarchie Tilemaps, avec 4 nœuds Tilemap superposés. J'ai déjà parlé de ce concept de tilemap dans un tuto que j'ai publié récemment de Unity C#, parce que cet outil est commun à plusieurs moteurs de jeu. Le but des tilemaps, en gros, c'est de faciliter la création, l'édition et l'interaction avec des niveaux 2D composés de petites unités, les tuiles, qui ont à la fois un visuel et une position en coordonnées entières dans cette grande grille. En créant plusieurs tilemaps superposés, comme ici, on peut aussi isoler certains contextes et mieux définir le niveau de chaque élément dans nos tilemaps. Typiquement, dans notre cas, il est important de séparer les tuiles de sol du reste pour pouvoir vérifier facilement si le joueur essaie de placer une tour à un endroit valide ou non. Et au passage, toutes les images de tiles que j'utilise ici proviennent de l'incroyable bibliothèque de Kenny, où vous pouvez trouver des centaines de packs d'assets gratuitement. Mais bref, pour terminer, dans ma scène, j'ai un nœud Path 2D avec 7 courbes déjà définies. Si vous voulez en apprendre plus sur les bases du fonctionnement de ce nœud, vous pouvez jeter un œil à cet autre tutoriel que j'ai fait il y a peu sur comment implémenter un système de points de passage en Godot et C#. Pour faire court, l'idée c'est qu'en ajoutant des nœuds de type PathFollow 2D comme enfant, on peut ensuite déplacer automatiquement des objets le long de cette courbe très facilement, juste en incrémentant un offset. Ici, ces objets seront donc nos bateaux. Ces bateaux seront instanciés dynamiquement dans notre code pendant le jeu, en réaction au tic du timer de spawn évoqué plus tôt, et l'asset lui-même contient simplement le fameux nœud PathFollow 2D comme racine, un sprite pour le visuel, et une Area 2D basique avec sa Collision Shape 2D associée.
Notez que pour l'instant, le nœud pathFollow2D nous montre un avertissement, parce qu'il n'est pas enfant d'un path2D. Mais ce sera bien le cas au final, quand l'asset sera instancié dans cette partie de notre hiérarchie de la scène level. Mais alors comment est-ce que ce spawning et ce mouvement vont marcher exactement ? Eh bien il est temps d'implémenter notre première feature de Tower Defense et de voir comment gérer ces mécaniques pour nos navires. On sait donc que la racine de notre scène ship est un nœud pathFollow2D, ce qui nous permet de l'ajouter comme un enfant de notre courbe path2D dans le niveau et de le déplacer facilement. Pour automatiser ce mouvement, on va créer un nouveau script C# appelé shipmanager.cs et le mettre sur notre nœud racine dans la scène ship. Dans ce script, on va mettre en cache une référence à notre nœud pathFollow2D dans la fonction ready, puis définir une valeur arbitraire pour la vitesse de déplacement. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est dans la méthode process, qui est appelée à chaque frame, incrémenter la propriété UnitOffset de notre pathFollow2D par une petite valeur pour déplacer notre objet le long de la courbe. Je vais utiliser un petit facteur pour réduire artificiellement la vitesse au global et avoir quelque chose de plus gérable dans le jeu. Mais je préfère la garder en dehors de la variable speed elle-même, parce que comme ça je peux définir ce paramètre comme une valeur unitaire, ce qui m'aidera à scaler les données pour d'autres types de tours si je décide d'en rajouter un jour. Il faut aussi bien penser à faire dériver notre classe shipManager de la classe C# pathFollow2D, et pas de node, comme c'est le cas par défaut. Sinon, le moteur ne pourra pas récupérer notre composant pathFollow2D dessus quand on utilise getNode dans la fonction ready. Ok, nos bateaux vont donc maintenant se déplacer le long du chemin dès qu'ils apparaîtront dans la scène. Sauf que pour le moment, on n'a pas du tout mis en place ce mécanisme de création. Pour gérer l'apparition des bateaux, on va retourner dans notre scène Level et sélectionner le nœud Enemy Spawn Timer. Ensuite, dans son onglet Node, on va connecter son signal Timeout à une nouvelle fonction dans notre script Level Manager, onEnemySpawn. Souvenez-vous que la feature d'autocomplétion de Godot n'est pas encore parfaite pour le C#, donc il faut bien ramener la fonction auto-générée à l'intérieur de la classe Level Manager. Ensuite, on va juste déclarer une référence à notre asset ship avec une variable PactScene et une autre à notre nœud path2D, et dans le process onEnemySpawn, on va créer une instance de notre scène ship et l'ajouter comme enfant du path. N'oubliez pas de bien exposer la variable PactScene dans l'inspecteur, en lui donnant l'attribut export, et de rebuild votre solution C# dans le panneau MSBuild pour qu'il apparaisse, puis draguer la scène ship dans le slot. Si on lance le jeu, on voit qu'il y a maintenant régulièrement de nouveaux navires qui popent sur la gauche de l'écran et qui glissent ensuite lentement le long de la courbe qu'on a définie dans notre scène level. Et comme le timer est dans son mode de répétition par défaut, on a en permanence de nouvelles instances. Le problème par contre, c'est qu'autant en mode edit on voit bien le chemin que nos bateaux doivent suivre, autant dans le jeu ce n'est pas aussi clair. Les nœuds de path de Godot ne sont pas visibles en jeu, donc il va falloir qu'on ajoute notre propre logique pour visualiser le chemin et aider les joueurs à anticiper le trajet des ennemis. Comme on veut avoir cette visualisation pour tous nos niveaux, on va s'en occuper dans notre scène principale du tuto. L'astuce ici, ça va être d'utiliser la feature de dessin 2D de Godot, qui, en gros, nous permet d'aller plus loin que les rendus basiques de nœuds et de créer nos propres visuels. Dès qu'on a un nœud dérivé d'un node 2D ou d'un contrôle, autrement dit un nœud bleu ou vert, alors le script qui est accroché peut overrider la fonction draw. Cette fonction est appelée automatiquement une fois au début par le moteur et elle garde ensuite en cache les commandes de dessin à utiliser pour les futurs rendus. Donc créons un nouveau node 2D basique dans notre hiérarchie de la scène principale et appelons-le LevelPathDisplay. Puis ajoutons un nouveau script C# dessus, le LevelPathDisplayer.cs. Encore une fois, il faut bien penser à faire hériter ce script de node 2D et pas juste node. Ensuite, dans la classe, on veut récupérer notre nœud path2D dans l'instance du niveau et en extraire les données de courbe. Attention parce qu'ici, par simplicité, j'utilise une référence directe à mon nœud path2D écrite à la main, ce qui implique que j'ai renommé mon instance de la scène level01 en set string exact level.
Maintenant qu'on a notre courbe, dans la fonction draw, on peut utiliser ces points pour définir une polyline. On va aussi choisir une couleur, un blanc semi-transparent, et une épaisseur pour la ligne, et activer l'anti-aliasing. Et voilà, si on démarre le jeu, on voit que notre chemin est maintenant visible dans ce mode également, grâce à notre nouvelle passe de dessin, ce qui nous permet de facilement prédire le trajet des bateaux ennemis. C'est assez chouette, on a nos navires qui apparaissent d'un côté, puis qui naviguent le long de cette ligne, et qui finalement sortent de l'écran à l'autre bout. Sauf qu'il y a un souci. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que dès qu'un bateau arrive à la fin du chemin, il reboucle en fait au début. C'est pour ça qu'on a ces instances superposées au début du trajet. Voyons donc comment résoudre ce bug et préparons une petite routine globale pour notre jeu en améliorant notre script Game Manager pour gérer ce cas où les ennemis arrivent à échapper à nos tours, comme ici. On a dit plus tôt que dans notre scène principale, le nœud racine base a un script attaché, GameManager.cs. Mais pour l'instant, ce script ne fait rien. On va donc le modifier pour y garder le compte actuel de pièces et de vie du joueur, et des références à quelques éléments d'UI utiles. Et ensuite, on va préparer une petite fonction pour mettre à jour ces labels avec nos valeurs coins et lives, update UI. Cette fonction servira dans 4 cas. Quand on commence le jeu et qu'on est dans notre fonction ready, quand un bateau passe nos défenses et arrive à la fin du chemin, quand on détruit un bateau et qu'on récupère des pièces, et quand on achète une tour et qu'on réduit notre nombre de pièces. On peut déjà s'occuper facilement du premier cas, comme ceci. Et on va maintenant s'intéresser au deuxième cas plus en détail. On sait qu'on veut que notre script Game Manager fasse quelque chose, ici remettre à jour le compteur de vie puis ensuite l'interface, dès qu'une instance de ship arrive à la fin du chemin. Pour ça, on peut penser à 2 solutions. Soit on reste sur le système de signaux de Godot et on étudie comment utiliser les autoloads pour créer un système de signal global, soit on passe au singleton C# basique et on transforme notre Game Manager en singleton. La première solution est intéressante, mais je trouve qu'elle est un peu overkill pour notre exemple. Évidemment, si vous voulez en apprendre plus, je vous conseille de jeter un œil à ce tutoriel de GDQuest. Ici, on va plutôt utiliser le pattern singleton, qui est basiquement un moyen de garder une référence globale facile d'accès à un objet dans notre code, en mettant cette référence en cache au début, puis en la réutilisant pour les appels suivants. Ce pattern peut parfois être problématique parce qu'il lie fortement le singleton à toutes les parties de la codebase qui s'en servent, et que par définition, il nous oblige à n'avoir qu'une seule instance de ce type spécifique. Mais dans notre cas, ça marche parce que de toute façon, on aura toujours une seule instance de Game Manager par jeu. Donc déclarons une variable publique statique de type GameManager dans notre script GameManager appelé instance, et assignons-lui ce script dans la fonction ready. Ça signifie que désormais, n'importe quel autre script peut utiliser GameManager.instance pour faire référence à cette instance exacte de Game Manager et ainsi interagir avec cette entité globale pour la gestion de notre jeu. En particulier, imaginons qu'on définisse une fonction onShipPast dans notre classe Game Manager pour décrémenter notre compteur de vie et mettre à jour l'UI. On peut ensuite retourner dans notre script ShipManager et si dans le process on arrive à la fin du path, appeler cette fonction à l'aide de notre singleton. Je vais aussi en profiter pour détruire mon objet et éviter de prendre des ressources inutilement en utilisant sa méthode queueFree, qui est disponible sur n'importe quel nœud Godot. Pour vérifier qu'on est bien arrivé à la fin du chemin, on doit simplement regarder si notre offset courant normalisé est égal à ou plus grand que 1. Sauf que comme notre pathFollow 2D est configuré pour boucler par défaut, ce cas n'arrivera en fait jamais, et nos bateaux seront toujours instantanément retéléportés au début du path. Donc pour finaliser notre feature, on doit décocher la propriété loop ici pour s'assurer que le navire ne fasse le trajet qu'une fois et arrive bien au point final. Si on relance le jeu, on voit que nos bateaux naviguent jusqu'à la fin du chemin et que quand ils arrivent à ce point et sortent de l'écran, ils disparaissent et le compteur de vie dans le coin en haut à gauche réduit de 1. Mais bien sûr, maintenant, on veut pouvoir se défendre,
et protéger la pauvre ville contre ces terribles pirates. Donc il est grand temps de parler de notre mécanique principale, la construction de tours. Maintenant que nos bateaux ennemis apparaissent et bougent comme il faut, et qu'on a une UI basique, on doit s'occuper de notre feature de construction de tours. L'idée va être d'utiliser notre bouton dans le coin inférieur gauche pour passer en mode construction et activer un visuel de tour fantôme qui suit la souris pour nous montrer la position attendue pour la tour. Notez que cette position n'est pas continue, elle est arrondie à la tuile la plus proche sur la grille de notre tilemap. Et ensuite, selon qu'on passe au-dessus d'une tile de sol ou non, le visuel fantôme est coloré en vert ou en rouge. Enfin, quand on clique au-dessus d'une tuile de sol, on va placer notre tour, ce qui consommera une quantité arbitraire de pièces et nous sortira du mode construction. Pour commencer, on va aller dans notre script Level Manager et définir un override pour la fonction built-in de Godot input. Cette méthode nous permet de rapidement réagir à tous les événements d'entrée de la part du joueur, et on peut déterminer le type spécifique d'event à regarder en utilisant une expression is de pattern matching C#. Par exemple, ici, mon premier bloc if vérifie s'il y a eu une fin de clic du bouton gauche de la souris, et le deuxième vérifie simplement si la souris a bougé. Ensuite, je vais déclarer un booléen isBuilding et le passer à vrai pour ces premiers tests. Au final, on voudra le connecter à notre bouton d'UI, mais pour le moment, ça facilitera nos tests et ça nous aidera à itérer plus rapidement sur le design. Dans ma logique de mouvement de souris, je vais récupérer la position actuelle du curseur en coordonnées 2D globales. Cette valeur est un vecteur 2 qui va de 0, 0 dans le coin en haut à gauche à la largeur et la hauteur de l'écran dans le coin en bas à droite. Et elle prend en compte le zoom de notre caméra 2D si nécessaire. Donc supposons qu'on crée maintenant une instance de notre scène Tower to Place dans notre scène principale de tuto, comme ça, et qu'ensuite on la référence dans notre script Level Manager. Je vais directement récupérer le script sur son nœud racine, le Tower to Place Manager, et cette fois encore, je vais écrire le chemin du nœud à la main, en considérant que ceci est le nom exact de mon instance Tower to Place dans la hiérarchie de la scène principale. Si on assigne notre variable mousePos comme position pour ce nœud, alors on voit que dans le jeu, la tour fantôme suit maintenant notre curseur parfaitement. Pour que le visuel se cale sur nos tuiles, il faut qu'on arrondisse ce vecteur de position du curseur pour le snapper au multiple le plus proche de notre taille de tile. C'est une logique assez classique dans le game dev. Le principe, c'est de définir notre pad arrondi, donc ici c'est la taille d'une cellule dans ma tilemap de sol, puis de diviser, ramener à l'entier inférieur et remultiplier notre vecteur initial de cette façon. Cette fonction roundPositionToTilemap transforme donc un vecteur 2D en son équivalent arrondi. Si on l'applique à notre variable mousePos et qu'on utilise cette nouvelle valeur pour la position de notre instance TowerToPlace, eh bien on voit que la tour fantôme est maintenant bien snappée sur les coins de notre grille de tilemap. Pour que la tour soit bien au centre de la tile, et pas dans le coin supérieur gauche, on va simplement ajouter un petit offset, défini comme la moitié de la taille d'une cellule, sur les axes X et Y. On a donc désormais un outil facile à manipuler pour planifier la position de notre future tour. L'étape suivante, c'est de vérifier si cette position serait réellement valide pour une tour, et d'ajuster la couleur du visuel fantôme en fonction. Si on est actuellement au-dessus d'une tile de sol, il devrait être vert, et sinon, il devrait être rouge. Le script TowerToPlaceManager a déjà une méthode pour gérer cette logique, appelée setValid, qui prend en entrée un booléen pour indiquer si la position est OK ou non, et change la couleur de l'objet. Autrement dit, le but va être d'aller dans notre Level Manager et de vérifier si le placement actuel est valide, puis d'appeler cette méthode sur notre instance TowerToPlace. Pour savoir si notre position actuelle est OK ou non, on va procéder en deux étapes. D'abord, on va convertir nos coordonnées arrondies de l'espace global à l'espace des tuiles. Souvenez-vous que ce sont des valeurs entières qui commencent à 0, 0 dans le coin en haut à gauche et qui incrémentent ensuite régulièrement selon les axes X et Y pour chaque tuile dans notre grille de tilemap. Donc typiquement, ici, comme mes tuiles font 128 pixels par 128 pixels,
les coordonnées dans l'espace des tuiles seront la valeur entière la plus proche de mes coordonnées globales, divisée par 128 sur les deux axes. La seconde étape, c'est de vérifier si notre tilemap de sol contient une tuile à cette position convertie, ou si elle a juste un espace vide. S'il y a une tile, la position sera valide, sinon elle sera invalide. On peut vérifier ça facilement à l'aide de la méthode getSelve de la tilemap, en comparant sa sortie à -1, qui est la valeur d'une tuile invalide ou vide dans une tilemap. Je vais stocker ce résultat dans un autre booléen, tower_has_valid_placement, parce qu'on s'en resservira au moment du clic, quand on essaiera réellement de placer une tour, pour valider que la construction est vraiment possible. Pour finir, je vais simplement appeler ma fonction tower_toPlace.setValid avec ce booléen, et la couleur de ma tour fantôme sera remise à jour automatiquement selon que je passe ma souris au-dessus d'une tuile de sol ou bien d'un espace vide avec de l'eau. Maintenant qu'on peut anticiper la position de notre tour, implémentons le placement proprement dit dans notre logique de clic. On va regarder nos booléens tower_has_valid_placement et isBuilding, et si les deux sont vrais, alors on va appeler une nouvelle fonction placeTower à la position resnappée de notre curseur. Dans cette méthode placeTower, on veut d'abord instancier notre scène tower. On va donc créer une référence à cet asset comme une variable pactScene exposée, et la draguer dans l'inspecteur. Et ensuite, dans placeTower, on va positionner l'instance à l'endroit donné et l'ajouter à la hiérarchie de notre niveau. Cet asset tower demande aussi un peu d'initialisation, en particulier pour bien configurer son champ de vision pour qu'il corresponde à celui de notre instance tower_toPlace. Évidemment, dans cette première version de prototype, tout est hard-codé, donc on pourrait techniquement ignorer tout ça. Mais si on veut un jour ajouter d'autres types de tours, on aura besoin de cette mécanique, donc autant s'en occuper dès à présent. Si on regarde notre script Tower Manager, on voit qu'il contient une méthode initialize, à laquelle on doit passer une référence au level manager en charge de cet objet, et le rayon de vision à utiliser. La logique dans la fonction s'occupe de mettre à jour la taille de l'area 2D de FOV pour correspondre à ce rayon. Donc en gros, dans notre level manager, quand on crée une nouvelle instance de la scène Tower, on doit ensuite récupérer le script de Tower Manager sur son nœud racine et appeler sa méthode initialize avec notre script level manager actuel et le rayon de notre variable tower_toPlace, comme ça. Il nous reste deux choses à faire pour finir cette feature. Réinitialiser notre variable isBuilding et cacher l'instance de tower_toPlace pour sortir du mode construction, et diminuer notre stock de pièces du coût d'une tour. Pour la variable isBuilding, je vais déclarer une nouvelle fonction, setIsBuilding, qui met à jour la valeur de la variable et montre ou cache l'objet tower_toPlace en conséquence. Je vais ensuite l'utiliser dans mes méthodes ready et placeTower. Pour les pièces, on peut se servir une nouvelle fois de notre singleton de GameManager. Si on déclare une nouvelle méthode dans le script GameManager pour essayer d'acheter une tour, si on a assez de pièces, on pourra ensuite l'appeler depuis notre Level Manager quand on clique. Je vais renvoyer un booléen depuis cette fonction pour pouvoir déterminer facilement si j'avais effectivement assez de pièces pour placer ma tour, et donc qu'on doit bien appeler notre méthode placeTower, ou si le processus s'est arrêté en cours de route. On peut maintenant relancer notre jeu et déplacer notre tour fantôme pour trouver un spot valide, puis placer une tour quelque part sur le sol, ce qui cache immédiatement notre tour fantôme et consomme une quantité arbitraire de 20 pièces. Voyons désormais comment lier cette logique de construction à notre bouton d'UI dans le coin en bas à gauche. Au lieu d'activer le mode construction dès le début du jeu, on veut qu'il soit contrôlé par ce bouton. Donc dans ma fonction ready, je vais déjà changer mon appel à setIsBuilding et passer false. Ensuite, juste après ça, je vais lister tous mes boutons de construction dans l'UI et connecter leur signal pressed dynamiquement. Cette logique me permettra de facilement ajouter ou retirer de nouveaux boutons si j'implémente de nouveaux types de tours, sans avoir à me préoccuper de configurer leurs signaux. Quand je clique sur mon bouton, donc dans la fonction de callback de ce signal, je vais utiliser ma méthode setIsBuilding avec un paramètre true.
Je peux même checker rapidement si j'ai assez de pièces à ce moment en créant une petite fonction de vérification dans mon Game Manager et en l'utilisant dans ma méthode onTowerButtonMousePressed. Et nous y voilà. On commence maintenant en mode normal, sans aucune tour fantôme, et si on clique sur le bouton du i, on entre en mode construction et on revient à notre logique précédente. Il y a cependant un léger problème dans cette logique. Pour l'instant, si je suis en mode construction et que ma souris passe au-dessus du bouton du i, ou au-dessus d'une autre tour, la tour fantôme ne disparaît pas, et le placement est toujours considéré comme valide. Ce qu'on aimerait, c'est que ces zones empêchent toute construction. Donc pour terminer cette partie, faisons un petit fixe pour ça en ajoutant un autre booléen dans notre classe Level Manager, canPlaceTower, avec une fonction de set associée. On va aussi s'assurer que quand on change la valeur de isBuilding ou de canPlaceTower, on montre ou on cache le visuel de la tour fantôme en prenant en compte l'autre booléen également. Puis dans notre logique de clic, on va vérifier que ce troisième booléen est vrai aussi. Ensuite, toujours dans le Level Manager, on va remonter dans notre boucle sur les boutons du i au début, et en plus du signal Pressed, on va aussi connecter dynamiquement deux autres de leurs signaux, le Mouse Entered et le Mouse Exited. Les fonctions de callback vont activer ou désactiver notre booléen canPlaceTower. Et on voit que maintenant, quand on survole le bouton du i dans le coin en bas à gauche, alors qu'on est en mode construction, la tour fantôme disparaît temporairement, puis revient dès qu'on sort de cette zone. On peut faire quelque chose de similaire dans notre asset Tower, en ouvrant cette scène et en connectant les signaux Mouse Entered et Mouse Exited de son nœud racine Area2D à des fonctions de callback dans le script Tower Manager, qui vont simplement appeler la méthode setCanPlaceTower sur le script Level Manager associé. Et on y est! Notre mode construction est désormais bien activé quand on clique sur notre bouton du i en bas. Il nous permet de placer des tours sur les tuiles de sol en cliquant, ce qui consomme 20 pièces, et on désactive aussi temporairement le placement si jamais on passe au-dessus de notre bouton ou d'une autre tour. Ok, on peut donc maintenant remplir nos niveaux avec des tours, ce qui est très cool. Sauf que, bon, pour le moment, ces tours ne servent pas à grand chose, vu qu'elles ne tirent pas sur les ennemis. C'est pour ça qu'on doit implémenter la dernière feature de notre jeu basique de Tower Defense, les tirs de canon et la destruction des bateaux ennemis qui croisent leur route. Dans cette dernière partie, notre but va être de donner un peu de logique à nos tours pour que, quand un bateau entre dans leur champ de vision, elles l'ajoutent à leur liste de cibles, marquent le premier comme la cible actuelle, le suivent en continu et tirent régulièrement des boulets de canon dans sa direction à une vitesse donnée. Ces boulets de canon se déplaceront ensuite en ligne droite jusqu'à soit rencontrer un bateau, soit sortir de l'écran. Dans les deux cas, ils disparaîtront, mais s'ils touchent un navire, celui-ci perdra 1 point de vie. Et si le bateau arrive à 0 point de vie, il sera détruit, disparaîtra et nous donnera une quantité arbitraire de pièces comme récompense. Pour tout ce processus, on va se reposer pas mal sur des nœuds Area2D. On les a déjà utilisés un peu précédemment, mais pour rappel, le principe de base c'est que dans Godot, on a un nœud Area2D qui peut détecter et signaler différents types de collisions, ou bien des entrées et des sorties d'objets, et sa forme est déterminée par son nœud enfant de type CollisionShape2D. Ici, on va avoir 3 areas, qui sont toutes des disques. La scène Tower a un nœud Area2D comme racine, qui couvre juste la taille du sprite. C'est l'area qu'on a utilisé tout à l'heure pour détecter l'entrée ou la sortie du curseur. Cette scène Tower contient aussi une autre area2D pour représenter le champ de vision de la tour, dont la taille est configurée automatiquement par la fonction Initialize du script Tower Manager. Et la scène Ship a une area2D qui a la taille du sprite et qui nous permettra de détecter les collisions avec un boulet de canon. Le boulet de canon en lui-même n'a pas d'areas, mais c'est un nœud Kinematic Body 2D, ce qui nous permettra de le déplacer facilement avec une vitesse constante et de le détecter rapidement depuis notre nœud Area2D dans le ship. Au passage, j'ai aussi fait attention à ce que mes différents areas et bodies soient tous sur des layers différents,
et qu'il surveille les bons masques, pour que les objets ne se détectent pas eux-mêmes et soient plutôt spécifiquement à la recherche d'un certain type d'entité. Plus précisément, les boulets de canon sont sur le layer 2, et donc le nœud Area 2D des navires surveille le masque 2, et les navires sont sur le layer 3, et donc le nœud Area 2D pour le champ de vision des tours surveille le masque 3. Ce setup va nous permettre d'implémenter notre mécanique de tir et de collision assez facilement. D'abord, allons dans notre scène Tower et sur le nœud Area 2D de champ de vision, connectons les signaux Area Entered et Area Exited à de nouvelles fonctions de callback. Dans ces fonctions, on va récupérer le node 2D qui est entré dans la zone et qui est obligatoirement un bateau grâce à nos layers et nos masques, et on va ensuite l'ajouter ou l'enlever de notre liste de cibles actuelle. On va aussi garder une référence à notre cible courante et faire en sorte que ce soit toujours la première cible dans la liste si celle-ci n'est pas vide. On va définir ces deux variables en haut de notre script Tower Manager et les initialiser dans la fonction ready. N'oubliez pas d'importer le package system.collections.generic pour pouvoir créer une liste de nodes 2D comme ça. Ensuite, dans la fonction process, on va dire que si on a une cible, alors on veut que notre sprite de canon se tourne vers elle. Ça va permettre à notre canon de suivre la cible en continu. Enfin, pour gérer la mécanique de tir, on va créer un petit compteur qui descend depuis la vitesse de tir jusqu'à 0 dès qu'on a une cible. Quand ce compteur atteint 0, on va tirer un boulet de canon et réinitialiser le compteur à notre variable attack rate. Tirer un boulet va se faire en 3 étapes. D'abord, on va créer une nouvelle instance de notre scène Cannonball et la positionner au même endroit que notre tour. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'assigner l'asset de Cannonball dans l'inspecteur. Ensuite, on va initialiser notre boulet avec une certaine vélocité, une quantité de dégâts et une vitesse. Les dégâts et la vitesse seront définis sur la tour et pas sur le boulet directement parce que, comme ça, si on veut un jour implémenter un système d'upgrade pour nos tours, on pourra mettre à jour ces paramètres et les transmettre au futur boulet plus facilement. Le calcul de la vélocité, lui, est un peu plus délicat. Une approche naïve, ce serait de simplement normaliser la différence entre la position actuelle de notre cible et notre position à nous. Le problème, c'est que si on fait ça, comme le bateau continue d'avancer, pendant que le boulet de canon est en route, notre tour va systématiquement tirer trop en arrière. Si le boulet est vraiment trop lent, ou que le navire est vraiment trop rapide, on va donc manquer notre cible à chaque fois. Pour éviter ça, on peut faire une estimation intelligente de la position future du bateau, en offsetant sa position actuelle dans sa direction de déplacement. Ce facteur de 50 est un nombre arbitraire pour la longueur de l'offset, et souvenez-vous que comme on travaille en 2D, tout est en pixels, donc 50 n'est en fait pas si grand que ça. Pour finir, on va insérer notre nouveau nœud dans la hiérarchie comme enfant de la racine de tout l'arbre de la scène, pour éviter des effets indésirables sur la transform à cause du parentage. Une fois instanciés, nos boulets de canon vont se déplacer automatiquement en ligne droite en utilisant la vélocité qu'on leur a donnée pendant l'initialisation. Tout ça est géré par le Cannonball Manager qui est accroché dessus, donc on n'a rien d'autre à faire de ce côté. La dernière étape, c'est de nous intéresser au navire et de gérer les collisions ou même la possible destruction. Ouvrons donc notre scène ship. On veut aussi connecter un des signaux de son nœud Area 2D à une fonction de callback, mais cette fois, comme nos boulets de canon sont des kinematic bodies et pas des areas, on veut utiliser le signal body entered. Je vais créer une méthode de callback onArea2D body entered, et à l'intérieur, récupérer le script Cannonball Manager sur l'objet qui a déclenché l'événement. Encore une fois, on peut être sûr que c'est un boulet grâce à nos layers et nos masques. Ensuite, il me suffit de récupérer les dégâts que fait mon boulet et de les appliquer au bateau pour réduire ses points de vie, et de détruire le boulet en appelant sa méthode QFree. Dans la fonction TechHit, on va vérifier si on a atteint 0 point de vie, et dans ce cas, déclencher la routine de destruction du navire. À cet endroit, on va appeler une autre fonction sur notre instance singleton de Game Manager, onShipDied, et lui passer notre instance de Ship Manager,
puis détruire notre objet de bateau. La fonction onShipDied va juste augmenter notre stock de pièces en fonction de la récompense donnée par ce navire et mettre à jour l'interface. Et ça y est, si on relance le jeu maintenant, on voit qu'il contient toutes les mécaniques de notre jeu basique de Tower Defense montrées dans la démo du début. Les navires pop d'un côté de l'écran et se déplacent le long d'un chemin dessiné à l'aide de l'outil de courbe, et on peut prédire leur trajet grâce à notre polyline. Ensuite, si on clique sur le bouton dans l'UI en bas à gauche, on entre en mode construction et on peut acheter quelques tours en amenant notre souris sur une tile valide et en cliquant. Pour nous aider à placer nos tours, on a un visuel de tour fantôme qui suit le curseur mais snap sur la grille de la tilemap, et on a aussi fait attention à masquer temporairement cette tour si on passe sur une autre tour ou un élément d'UI. Si un navire arrive à la fin du chemin, on perd une vie, comme montré par le compteur en haut à gauche de l'UI. Mais si une de nos tours voit un bateau entrer dans son champ de vision et arrive à tirer un boulet de canon vers lui, alors il perdra des points de vie et finalement sera détruit, ce qui nous donnera une récompense en pièces d'or. Et voilà, vous avez maintenant quelques astuces pour implémenter un jeu 2D de Tower Defense basique en Godot et C#. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que vous avez appris quelques trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous avez d'autres idées de techniques Godot que vous aimeriez apprendre, ou que vous auriez envie que je continue cette série en explorant plus de features pour ce jeu, laissez donc un commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.